Audiolib présente Le réseau de John Grisham, lu par Slimane Yefsa. Considérée par la communauté internationale comme un État voyou, la Libye de Kadhafi avait du mal à entretenir des relations diplomatiques normales, même avec ses alliés. Autant dire qu'avec les pays ennemis, toute communication était empreinte de duplicité, voire impossible, en particulier quand il s'agissait d'affaires délicates. L'ambassadeur turc fut le premier à se présenter au palais du peuple pour une rencontre improvisée. Le diplomate s'entretint avec un conseiller militaire de Kadhafi qui lui annonça que le gouvernement mettait tout en œuvre pour retrouver les disparus. En aparté, il lui jura ses grands dieux que la Libye n'était pas impliquée dans cette attaque, cet enlèvement. Il ne savait encore comment qualifier l'événement. Au sortir de cet entretien, l'ambassadeur se posait plus de questions qu'à son arrivée, ce qui était courant quand on traitait avec le régime libyen. Les Italiens furent les suivants. Avec leur passé colonial dans la région, ils gardaient des liens protocolaires avec le pays et jouaient souvent en sous-main les intermédiaires pour les Occidentaux intéressés par les pétrodollars de Kadhafi. Leur ambassadeur s'entretint au téléphone avec un général libyen qui lui sortit la version officielle. Aucune implication du gouvernement dans cette affaire. Il ne savait pas qui étaient les auteurs, ni où se trouvaient les otages. L'armée patrouillait le désert. Le diplomate appela aussitôt Luca, une connaissance, et lui rapporta la conversation. Curieusement, l'émissaire italien pensait que Giovanna et ses gardes seraient retrouvés sains et saufs. Quant aux Anglais et aux Américains, ils ne passaient pas par les voies diplomatiques pour négocier avec la Libye. Depuis que Reagan avait bombardé le pays en 1986, la guerre était déclarée entre ces deux nations. Toute tentative de communication avec Kadhafi et ses représentants était une entreprise hasardeuse, semée de pièges et de choses-trappes. Et pour compliquer encore la situation, aucun citoyen américain n'était victime dans l'attaque. Giovanna était italo-anglaise avec la double nationalité. S&P avait son siège à New York, mais c'était une société, pas une personne physique. Toutefois, le département d'État américain et ses services de renseignement étaient en état d'alerte. Ils surveillaient le web et écoutaient les conversations. Pour l'instant, ils ne récoltaient aucun indice. Rien non plus sur les images satellites. Les espions anglais à Tripoli étaient partis à la pêche aux infos, comme les Américains. Pourtant, tout restait vague. Même leurs taupes habituelles étaient perdues. Vers 22 heures, toujours aucune demande des ravisseurs. Qui appelait quand on ignorait qui était à la manœuvre? Étaient-ce des terroristes? Des bandits? Des révolutionnaires? Des guerriers d'une quelconque tribu? Des intégristes religieux? Cela pouvait être n'importe qui. Et comme l'État contrôlait la presse, aucune information ne fuitait dans les médias occidentaux. Samir passa l'après-midi et toute la soirée à Mitiga, soit dans la chambre au chevet de Mitch, soit sur le parking au téléphone. Il y avait des manières plus agréables de s'occuper. Finalement, Mitch devait avoir été victime d'une intoxication alimentaire. Le docteur Omran ne voyait pas d'autre explication. Les vomissements, les diarrhées avaient cessé parce qu'il s'était complètement vidé. Mais Mitch avait encore peur d'avaler quoi que ce soit. De toute façon, il n'avait pas faim. Et son état de santé n'était plus sa préoccupation première depuis qu'il avait appris l'attaque au point de contrôle. Mitch n'avait qu'une seule obsession, sortir de l'hôpital. Les contacts de Samir à la police militaire ne lui avaient pas appris grand-chose. On lui avait assuré que ce n'était pas un stratagème du gouvernement pour forcer l'ANAC à quitter le pays, sans récupérer les 410 millions de dollars qu'il réclamait pour ce pont de malheur. Ses autres sources étaient également dans le brouillard. Toutefois, Samir se méfiait. Il détestait Kadhafi et savait sa fourberie sans limite. Mais il se garda bien de confier ses doutes à Mitch.